Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, en tout cas on le souhaite, et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Bruno Chéry, RSSI de Nomios. Bonjour Bruno. Bonjour Alain. Ainsi que Christophe Auberger, cybersécurité évangéliste de Fortinet. Bonjour Christophe. Bonjour Alain. Sans oublier évidemment Billy Ducourant, rédactrice en chef adjointe de Cyber Radio. Bonjour Billy. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui on accueille un brillant RSSI diplômé de l'École nationale d'ingénieurs de Carthage. Absolument, et il est du laboratoire national de métrologie et d'essais, et c'est monsieur Skander Benjidia. Alors, vous venez de Tunis, forcément, oui. Vous êtes né au bord de la Méditerranée, où vous avez fait vos études jusqu'à un master, et ensuite est arrivé, le monde entier avait les yeux braqués sur ce printemps arabe, et vous avez quitté votre pays parce que les universités fermaient, ou parce que c'était une urgence également pour votre famille ? Non, alors j'ai quitté pour deux raisons. Donc le master spécialisé en cybersécurité, au management des risques SI que j'ai trouvé donc en France, que je trouvais pas forcément l'équivalent donc en Tunisie, et aussi pour des raisons familiales parce que voilà, ma femme est vendéenne, donc j'essaie de me rapprocher au maximum de cette région. C'est quand même la Vendée et Tunis. Je suis passé de Tunis, la capitale, à Niort, donc c'était quand même le choc climatique. Compliqué. Vous l'avez, ça va, tout va bien. Alors c'est vrai que vous arrivez à Niort, vous faites votre master 2 en management des risques à l'IRIAF de Poitiers. Quel est votre premier job une fois en France avec vos diplômes ? Alors j'ai fait consultant en sécurité et système d'information, donc au sein de l'entreprise Telindus qui est maintenant SFR Business. Donc voilà, qui est une application simple de mes études en cybersécurité. Alors, vous avez fait pas mal de consulting, j'allais dire, dans votre carrière. Également, ce qu'on appelle de l'audit bancaire. Et ce qui est intéressant, c'est que entre ce consulting et l'audit bancaire, vous dites que c'est ce travail qui vous a permis d'accéder au titre de responsable de sécurité. Tout à fait. En fait, le poste d'auditeur interne bancaire, donc rattaché aussi à l'inspection générale du groupe. Donc, c'est un poste qui ouvre pas mal d'opportunités. On voit plein de choses. Donc, c'est un poste où on audite pas mal de périmètres. Donc, on parle à différentes personnes, donc de l'opérationnel jusqu'au directeur général. Donc, généralement, c'est une mission de 3 mois. On ne connaît pas forcément le sujet ni les équipes, donc on part parfois à l'autre bout du monde. Donc, on débriefe le directeur général au début de la mission. Et à la fin de la mission, en un quart d'heure, donc, de toute la mission. Donc, il faut être assez factuel, synthétique, donc, et aussi fort de propositions aussi par rapport à, aux recommandations qu'on va donner. Donc, Alors après tous ces postes, vous arrivez au laboratoire national de métrologie et d'essais, et là, il y a quelque chose de très particulier qui vous séduit dans leurs propositions. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Il y a eu un feeling, vous m'avez dit. Oui, un feeling. Alors, deux feelings, on va dire. Donc, feeling avec le DSI. Donc, c'est rare, hein, vous dites. Justement, donc généralement, on n'est pas les meilleurs copains, le RSSI et le DSI, donc toujours la production qui passe en avant. Donc partir au Club Med à Tunis pour se voilà. Donc notre DSI que je salue, Monsieur Malgrand, qui donc était déjà moteur aussi pour recruter le RSSI. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi le challenge donc de création du pôle de la cybersécurité au sein de l'entreprise. Donc il y avait une activité sécurité, mais qui n'était pas forcément structurée dans un pôle dédié. Donc là, on m'a confié la création de ce poste-là et le développer. Donc c'est un challenge que j'ai accepté. On se retrousse les manches et on y va. Et on y va. Exactement. Est-ce qu'il y a combien de personnes dans le laboratoire ? Il y a 800 personnes, c'est ça ? À peu près, oui. Et vous êtes français, mais également à l'international ? Oui, en fait, on est un groupe. Donc, il y a le LNE, donc Laboratoire National de Métrologie et d'Essais. Et après, on a des filiales, en fait, à l'international. Donc, aux États-Unis. Maintenant, une nouvelle filiale en Angleterre avec le Brexit aussi. Et aussi des laboratoires aussi en Asie. Très bien. Bruno ? Bonjour Skander. Bonjour. Alors, rapide question sur la façon dont vous organisez avec la DSI pour la gestion du risque, la stratégie de couverture des risques. Vu que vous avez l'air d'être dans une démarche donc coordonnée et très proche, comment est-ce que vous répartissez les choses entre la SSI et la DSI ? Est-ce que vous êtes vraiment plus directif, plus prescriptif sur les normes de sécurité, sur les exigences à appliquer ?
Alors, directive, pas forcément. Ça dépend des moments. Donc, quand je vois des choses qui sont vraiment, on va dire, pour un RSSI, il les voit des accès ou sans trop rentrer dans le détail. Donc, ça va être tout de suite directive. Mais la plupart du temps, on travaille ensemble, en fait. Parce que s'il y a une mauvaise communication ou si on brusque les équipes en face aussi, donc c'est un peu compliqué. Après, pour faire avancer, surtout, il y a de grands chantiers aujourd'hui qu'on doit mener. Donc, il faut trouver le juste milieu entre ces deux approches. Donc, un premier travail de sensibilisation et d'accompagnement des équipes. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, la sécurité. Donc, moi, j'ai adopté le référentiel NIST. Donc, on part par étapes. Donc, on commence par des pratiques de base informelles, à des pratiques standardisées. Après, on passe donc à l'amélioration continue, on va dire, si je résume. Donc, il faut aller étape par étape avec les équipes et introduire le sujet étape par étape. Donc, la sensibilisation, c'est principal. C'est à la fois aux utilisateurs et aussi aux équipes de DSI. C'est une très bonne fondation pour commencer le travail conjoint avec les DSI. Vous parliez du NIST, d'autres référentiels à votre arc? Alors, ouais, principalement, en fait. Après, moi, ce que j'aime bien, comme quand je faisais l'audit, finalement, la norme est la même, mais comment on va l'appliquer et l'adapter au périmètre qu'on audite ou dans lequel on travaille. Donc là, je prends un peu du NIST, mais c'est la base. Après, la 27000, donc on prend aussi les référentiels de l'ANSSI. Donc voilà, un peu de tout qu'on essaie d'adapter finalement, parce que bon, c'est parfois pas la peine de mettre toutes les mesures du NIST. On adapte par rapport à notre périmètre. On fait du tailoring, donc on prend ce qui vous correspond et vous l'appliquez au bon endroit. Exactement. Christophe ? Alors merci Skander. Moi j'ai une question. Vous êtes un laboratoire de mesure et d'essai, donc j'imagine que vous avez des équipements de type industriel, de mesure. Oui. On parle beaucoup aujourd'hui de convergence OT IT. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ? Et si oui, comment finalement vous gérez le risque OT dans une SSI globale ? Alors, on a les deux, en fait. On a les bancs d'essai qui sont des vieux avec de l'obsolescence et tout. Donc ça, c'est assez compliqué. Donc, mais on le traite par d'autres biais parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas forcément les enlever parce qu'il y a des systèmes qui coûtent assez cher et qu'on ne peut pas travailler autrement. Donc, il faut trouver une solution de les sécuriser autrement. Et aussi, on a une équipe qui fait de l'intelligence artificielle. Donc, on travaille sur pas mal de normes, de nouveaux référentiels, en fait, auxquels le LNE participe. Donc, on introduit ces notions d'intelligence artificielle, d'IA, d'IoT, de pas mal de choses. Donc, on voit le deux, ça avance, mais après, il y a une maturité aussi du marché et des interlocuteurs. Donc, il y a pas mal de groupes de travail qui se montent aujourd'hui sur ces sujets-là. Mais je pense que les bancs d'essai classiques, on n'a pas fini, malheureusement, pour encore un bout de temps. Oui, c'est un des problématiques dans l'industrie où le temps de l'industrie n'est pas forcément celui de l'informatique. Tout à fait. Justement, ces risques, vous les gérez de manière séparée par, je ne sais pas, du virtual patching ou des choses comme ça, ou vous avez complètement séparé ces ensembles-là du reste du système d'information? Alors, c'est un des grands projets en fait, qu'on mène, c'est vraiment la sécurité réseau. Donc, c'est une des solutions donc, de les isoler, si on peut dire, donc, sur un autre système. Il y a aussi pas mal tout ce qui est gestion des accès, des droits, parce que finalement, même le patch, il y a des choses qu'on peut patcher, d'autres non, parce que il y a l'obsolescence qui rentre, ou les systèmes qu'on ne peut pas toucher parce qu'ils sont en train de faire des jobs ou des essais où on ne peut pas ni même redémarrer l'ordinateur ni rien, donc c'est assez compliqué de toucher. Mais il y a la notion de réseau, ségrégation réseau, donc il y a aussi la notion de droit, donc maîtriser vraiment ce qu'on autorise sur ces postes-là. Donc c'est vraiment là, parce que finalement un virus ou un ransomware, s'il n'a pas les droits, on peut le contenir. Vraiment. Merci. Skander, dites-nous votre regard sur le télétravail. C'est génial pour la sécurité, non? Alors, ça dépend de... Quand j'étais auditeur ou utilisateur, donc c'était bien. Aujourd'hui, quand je passe à RSSI, on doit faire avec. Justement, donc je reviens toujours à cette notion de sécurisation des usages, finalement. Donc, il faut bien maîtriser ces sujets-là. Bon, le plus beau métier du monde, c'est quoi? C'est RSSI ou champion olympique de natation?
J'aime bien le métier de RSSI, honnêtement. Donc, je trouve que c'est un métier assez riche. Donc, quand on arrive le matin, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, même si on a nos projets et tout, donc il y a toujours des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est assez riche. La natation, donc c'est mon premier sport que j'ai dû quitter justement pour les études. Donc, Il n'est pas trop tard. Hein. Il y a une catégorie vétéran qui est vachement bien. Là, c'était... Bon, vous adorez le foot aussi, vos clubs favoris? Alors, mon club favori, c'est... je vais pas dire... je suis à Paris, mais ça ne sera pas PSG, donc c'est plus le Real Madrid. Ouais. Donc, Et en Tunisie, mon club de cœur, on va dire, le club africain, qui est un club de Tunis, la capitale. De Tunis, quoi. Et en France, pas de club favori Je regarde un peu, alors... Ma femme a des origines italiennes. Elle est vendienne ou elle est italienne? Des origines italiennes, donc, mais vendienne aussi, mais elle a vécu aussi à Marseille. Donc, c'est un peu... on la salue quand même. Un petit mélange. Donc, quand je lui ai dit, je vais mettre les petits au PSG. Ça les fait les boutons, là, ça va pas du tout. Ça reste Marseille. Donc, non, on va dire, allez, Marseille. Partir au plus du fou, sinon. Alors, côté cuisine, vos plats favoris, dites-nous. Alors j'aime bien de la cuisine méditerranéenne globalement. Donc après les plats à base de tomates, de l'huile d'olive donc principalement. Donc il y a un plat que j'affectionne assez particulièrement, c'est l'aoja. Donc c'est un plat l'équivalent aussi de la shakshuka chez les Marocains. Donc à base de sauce tomate, de tomates fraîches, de piment, d'harissa, donc et des œufs. L'harissa, donc on met la petite touche tunisienne par rapport aux autres. Pourquoi l'harissa il est meilleur en Tunisie qu'en France? Dites-nous là. Parce que nous, on la prend rarement en fait en pot industriel. Donc c'est généralement de l'harissa faite maison. Donc c'est là toute la différence. Et nous, on l'utilise plus pour parfumer le plat que pour faire le côté piquant en fait. D'accord. Et alors pour terminer, un voyage de noces en sac à dos en Thaïlande, vous conseillez ou pas? Ah oui, très très bien ça. C'est un beau pays, donc faut faire tous les côtés, le sud, le nord, c'est assez riche. Merci beaucoup Skander, merci également à vous, Billy, Bruno et Christophe. Fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute l'actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Nomios et Fortinet.